Bonjour à tous. Laurent et moi allons vous présenter les différentes échelles de coopération territoriale de la région Flandre-Dunkerque et des intercommunalités qui la composent. Nous ne serons pas exhaustifs car le format du e-petit-déj ne nous le permet pas et surtout parce qu'il s'en crée de nouveaux tous les jours. Laurent insistera plus particulièrement sur l'une de ces échelles, mais je ne vous en dis pas plus. Alors, pourquoi travailler en réseau pour un territoire? En fait, c'est une nécessité en tant que territoire de vie plurielle, mais aussi en raison de son imbrication dans un territoire plus vaste et parce qu'à plusieurs, l'intelligence collective est beaucoup plus forte, plus audacieuse. Et c'est au cœur aussi de la légitimité des agences d'urbanisme de jongler avec les échelles de vie, faire se rencontrer les acteurs, se nouer des partenariats, de révéler en fait des possibles synergies. Le premier niveau que j'aborderai, Laurent, si tu veux bien changer de slide, est celui des relations entre intercommunalités en prenant deux exemples. Celui de la métropole européenne de Lille et de la communauté urbaine de Dunkerque, qui ont signé un cadre de coopération reposant sur plusieurs thématiques, dont notamment l'économie et le tourisme, l'air et l'énergie, mais aussi le transfrontalier pour ne citer que ces thématiques. L'objectif est de mettre à profit leur complémentarité et de développer l'attractivité régionale, nationale et internationale en donnant une façade maritime à la métropole lilloise. Le deuxième exemple, Laurent, si tu veux bien changer de slide. Le deuxième exemple est celui de la région Flandre-Dunkerque. Si l'élaboration du SCOT a permis de rapprocher la communauté urbaine de Dunkerque et la communauté de communes des Hauts-de-Flandre dans un projet de territoire commun, cette coopération, initiée par l'agence, s'est poursuivie dans le cadre de deux coopérations. TIGA, qui est devenu territoire d'innovation, dont le point fort de la candidature de la communauté urbaine de Dunkerque était l'association de la communauté de communes des Hauts-de-Flandre, et le contrat d'objectif, COTRI, qui est porté par la communauté de communes des Hauts-de-Flandre et qui s'est associé également à la communauté urbaine de Dunkerque. Plusieurs axes de travail sont concernés et je ne citerai que la qualité de l'air et l'Observatoire local de la santé, les mobilités douces et les connexions entre la communauté urbaine et la communauté de communes, sur les linéaires cyclables par exemple, et la connaissance écosystémique avec le développement du concept d'étoile. Et enfin, je terminerai par la démarche des pieds de coteau. Alors, la deuxième échelle de territoire que je vais aborder est celle du littoral, dont la gouvernance est assurée par le pôle métropolitain de la Côte d'Opale. Au niveau régional et de son document cadre, le schéma d'aménagement, de développement durable et d'égalité de territoire, SRADET, l'ambition est de faire des Hauts-de-France une région maritime ouverte sur le monde. Le littoral est un espace d'enjeu régional. Il s'agira de construire une stratégie portuaire, de créer les conditions d'un développement touristique en adéquation avec la préservation des richesses naturelles, de rééquilibrer la dynamique résidentielle et d'accompagner le Brexit. L'extension de son périmètre jusqu'à la baie de Somme peut être posée pour coller, entre guillemets, à ce nouvel espace d'enjeu régional. Alors l'autre ambition régionale, et à laquelle l'échelle littorale peut répondre, est celle de l'enseignement et de la recherche, avec l'ULCO, donc l'Université multisite du littoral. Cette ambition vise à accroître le rayonnement économique, scientifique et culturel dans la région Hauts-de-France. Enfin, la dernière échelle que j'aborderai est celle du transfrontalier. C'est une coopération de longue date portée par le Groupement européen de coopération transfrontalière et la participation notamment au programme Interrail, qui est reconnu à l'échelle régionale comme une échelle stratégique pouvant générer du développement et développer les coopérations. Je passe la parole à Laurent qui va vous détailler cette dernière échelle de coopération. Merci Isabelle. Donc effectivement, je vais me focaliser sur la dimension transfrontalière.
et déjà revenir en fait sur l'importance que cette dimension a pour notre territoire. Alors, je pense que vous avez peut-être comme moi des gens, des connaissances de la famille dans d'autres régions de France. Et quand vous leur dites que vous travaillez à Dunkerque, ils peuvent vous faire la remarque que vous êtes là-bas dans le Grand Nord, tout au bout du bout du bout. Effectivement, quand on regarde la carte de gauche, si on se centre uniquement sur le périmètre national, effectivement, notre territoire est vraiment à une extrémité, il est excentré. Et on se rend compte que ce n'est pas forcément la bonne échelle pour bien comprendre la situation de notre territoire et qu'il faut élargir notre regard. Et donc, c'est la carte de droite, c'est de prendre un regard européen, donc notamment l'Europe du Nord-Ouest. Et là, on se rend compte vraiment de notre pleine situation. Puisque si vous vous rappelez des anciens concepts qu'on nous apprenait, tels que la banane bleue, aujourd'hui qui a un petit peu évolué, et en tout cas ce cœur de l'Europe où on a une grande densité de population, d'infrastructures, d'activités qui correspond en gros au Benelux, à l'ouest de l'Allemagne, au nord de la France, et puis aussi à la métropole londonienne, on se rend compte que le territoire Flandre-Dunkerque est vraiment dans cet espace central européen, bien plus que d'autres métropoles françaises comme Toulouse, comme Lyon, comme Rennes. Donc on se rend compte que la vraie place de notre territoire, on la mesure que si on a un regard à 360 degrés, donc ce qui avait été évoqué dans un autre petit-déj, et donc que vraiment la question européenne, la question transfrontalière est essentielle pour saisir l'importance de notre territoire. Alors, le fait transfrontalier, il n'est pas quelque chose de réservé à notre territoire dans la région. De nombreux territoires, de nombreuses intercommunalités sont confrontés à la question transfrontalière. Donc là, sur le schéma, sur la carte, je vous ai mis les intercommunalités des Hauts-de-France qui sont justement directement sur une frontière. Et on se rend compte, premièrement, que ça concerne voilà, pas mal d'intercommunalités, une vingtaine, donc pas uniquement notre cas à nous. Et puis, on peut voir que le fait transfrontalier, en fait, ne serait-ce que dans les Hauts-de-France, il n'est pas uniforme. Alors, si on prend l'exemple des intercommunalités qui sont plutôt au nord-ouest de notre région, sur la façade de la Manche, on est sur une existence transfrontalière bien spécifique, déjà parce que la frontière, c'est une mer, on a un bras de mer qui nous sépare, et que l'État qui est en face de nous est désormais un État en dehors de l'Union européenne, avec le Brexit. Donc ça, c'est une situation. Notre situation à nous est un peu différente si on regarde côté belge, puisque la frontière, là, ce serait une frontière terrestre, on n'a pas de mer qui nous sépare, et que le pays de l'autre côté de la frontière est un pays membre de l'Union européenne, et qu'on a aussi donc une différence linguistique entre nous, territoire français, francophone, et puis nos voisins belges qui seront néerlandophones. Et cette situation est encore différente si on part plus à l'est de notre région, dans le Valenciennois, dans la Sambre, où là on aura une frontière terrestre, mais où nos voisins belges seront en Wallonie des voisins francophones. Donc on voit que dans les Hauts-de-France, le fait transfrontalier, c'est en gros déjà trois situations avec des différences notables. Alors maintenant, je vais prendre un peu la lignée de ce que nous a présenté Isabelle. Je vais regarder nos territoires voisins dans les Hauts-de-France pour voir comment se passe la coopération transfrontalière. Et notamment, je vais me tourner vers nos voisins lillois, puisqu'en fait, la dimension européenne et transfrontalière est très importante pour la métropole lilloise, à tel point en fait qu'elle l'a inscrit dans son nom, puisque quand la métropole de Lille a été créée, il y a eu un choix de s'appeler métropole européenne de Lille. Donc c'est un symbole qui montre quand même l'importance de cette dimension frontalière. Donc l'espace métropolitain lillois s'inscrit dans un GECT, donc je reviendrai un peu plus longuement après sur ce que c'est. Donc au niveau de Lille, ce GECT se dénomme l'Eurométropole Lille-Courtrai-Tournai, et c'est ce grand espace en fait de coopération entre les collectivités françaises et belges. Et cette coopération, elle porte sur différents thèmes. Donc je vous ai remis ces thèmes. Il y a la formation, il va y avoir la question des langues, du numérique, de l'enseignement, des déplacements, de l'économie et de l'emploi ou de la transition énergétique.
Donc, autant de thèmes sur lesquels Français et Belges travaillent à cette échelle. Et puis, au niveau de la métropole lilloise, la question transfrontalière, c'est aussi une nouveauté depuis 2014, avec l'élaboration d'une vision stratégique qui se dénomme le schéma de coopération transfrontalière, le SCT. En fait, ce schéma, c'est une obligation avec les réformes de 2014, où les grandes métropoles françaises qui sont sur une frontière se sont vues invitées, obligées à élaborer ce schéma de coopération transfrontalière. Donc c'est vrai pour la métropole de Lille, mais c'est aussi vrai à Strasbourg ou à Nice. Donc je vous en parle parce que je vais faire un petit focus sur un des aspects de ce schéma de coopération transfrontalière lillois, c'est sur la question des échelles. Puisqu'en fait, dans ce document, sont identifiées 4 échelles de la coopération transfrontalière, et ces échelles, elles peuvent nous parler aussi dans le territoire Flandre-Dunkerque. Donc la première échelle de coopération, c'est l'échelle de proximité. En fait, c'est quand vous avez une commune française qui est à côté d'une commune belge, et là, on est vraiment sur une coopération du quotidien, de l'ultra-local, du concret. La deuxième échelle, qui est dénommée échelle métropolitaine, pardon, là, on va être dans une coopération entre intercommunalités. Donc, au niveau de Lille, c'est ce fameux GECT de l'Eurométropole, où en fait, on a l'intercommunalité lilloise et les intercommunalités de Tournai et de Courtrai qui forment ce GECT. La troisième échelle, qui est dénommée euro-régionale, là, on prend encore plus de hauteur. Et là, en fait, la métropole lilloise va faire de la coopération transfrontalière en intégrant aussi ses autres voisins français. Et donc, typiquement, dans cette troisième échelle, la métropole lilloise inclut le territoire Flandre-Dunkerque, l'associé à cette réflexion. Et puis enfin, la quatrième et dernière échelle, donc la plus grande, la plus vaste, c'est l'échelle intermétropolitaine. Donc là, en fait, on est dans une échelle de coopération d'agglomérations qui ne sont pas côte à côte, mais qui ont quand même des liens. Donc on voit que Lille considère faire de la coopération avec Londres, avec Bruxelles, avec Amsterdam, sans que ces territoires soient limitrophes, mais parce qu'il y a des connexions qui existent. Donc on se rend compte en fait que la coopération transfrontalière, ça peut être à différentes échelles, de l'ultra-local à des échelles beaucoup plus larges. Alors maintenant, après avoir regardé ce qui se passait du côté de Lille, je vais revenir sur notre territoire Flandre-Dunkerque et je vous propose de regarder un peu cet espace frontalier et de voir notamment quels sont nos points communs et nos différences avec nos voisins belges directement de l'autre côté de cette frontière. Et donc pour ça, je vais aborder quelques thèmes parce qu'on n'aura pas le temps de tout balayer et je vais appuyer sur une série de quelques cartes. Donc le premier thème, c'est la question de la population et de la démographie. Et donc, vous voyez sur cette carte un aplat de couleur vert qui correspond en fait à la part des moins de 15 ans dans la population. Donc, plus le vert est foncé, plus la population jeune est importante. Et donc là, un des premiers éléments qui sautent aux yeux, c'est que du côté belge, on se rend compte que les couleurs sont beaucoup plus claires. Et en gros, en fait, on a une part des moins de 15 ans qui est beaucoup moins importante côté belge que côté français, où on a une part des jeunes qui est beaucoup plus importante. Et une deuxième carte, en fait, on va dire, confirme cette dimension. Là, on inverse le regard, on regarde la part de la population la plus âgée, les plus de 80 ans, et là, on voit bien que côté belge, dès qu'on passe la frontière, chez nos voisins, la part des plus de 80 ans est beaucoup plus importante que côté français. Donc, on a déjà une différence de démographie de part et d'autre de la frontière. Si on regarde maintenant la question de la mobilité, qui est importante, et si on se centre uniquement sur la question de l'équipement des ménages en voiture, on voit là aussi des différences, puisque par exemple à l'échelle du département du Nord, on a un taux moyen de 78% de ménages qui sont équipés en voiture, et si on regarde de l'autre côté de la frontière, donc la région belge de la Flandre, on a 85% des ménages équipés en voiture. Donc ça nous fait une différence de presque 7 points, et voilà, ce n'est pas négligeable quand on va réfléchir à une mobilité transfrontalière. Autre point, peut-être là, un des plus marquants, c'est sur la question de l'économie. Donc sur les schémas de gauche, vous avez des données qui datent de 2015, donc un petit peu anciennes, mais où en gros les tendances n'ont pas bougé, en tout cas pas jusqu'à cette année. Après, on verra les suites de la crise du Covid-19.
Mais en tout cas, on voit que sur l'emploi et le chômage, là où côté français, on avait des taux de chômage de presque 16% dans le Calaisis, 13% dans l'Audomarois ou 12% dans le Dunkerquois, eh bien, côté région Flandre belge, on tombait en dessous de 6%. On est presque à 5%, ce qui est pour les économistes un niveau de plein emploi. Donc on voit une très grande différence de part et d'autre de notre frontière sur la question de l'emploi, et donc aussi logiquement le fait que la plupart des travailleurs transfrontaliers, ça va être aussi plutôt des Français qui iront chercher un emploi côté belge. Et enfin, dernier thème de comparaison sur l'agriculture. Alors on a des points communs, on voit que la surface agricole utile a baissé de part et d'autre de la frontière, et on se rend compte qu'elle a beaucoup plus baissé du côté de la Flandre occidentale que du côté français. Donc voilà ce qui nous permet déjà de mieux cerner en fait les points communs et les différences de part et d'autre de cette frontière. Maintenant, pour finir, je vais m'intéresser à ce fameux GECT, donc on a déjà abordé, donc ce groupement européen de coopération territoriale. Donc déjà pour vous dire que il y en a plusieurs en Europe, il y en a même pas mal. Vous voyez sur cette carte en fait les différents GECT. Alors logiquement, ils se trouvent sur des frontières nationales, hein, c'est le but puisque ce sont des groupements de coopération transfrontalière. On se rend compte que ces GECT, il y en a un peu de toutes les tailles. Alors, on abordera juste après le nôtre. On a abordé celui de l'Eurométropole Lille-Courtrai-Tournai. Et on se rend compte qu'on a des GECT beaucoup plus vastes. Alors, si je prends juste l'exemple de celui au niveau des Pyrénées, entre l'Espagne et la région Nouvelle-Aquitaine, vous voyez qu'on a un GECT extrêmement vaste, du fait que la région Nouvelle-Aquitaine soit intégrée dedans. Et donc, on a par exemple Limoges, qui va être dans une coopération transfrontalière avec l'Espagne, sachant que Limoges n'est pas tout à fait à côté de l'Espagne. C'est un peu comme si Orléans était dans notre GECT avec la Flandre belge. Mais c'est pour vous montrer voilà, des différences d'échelle. Donc je me centre sur le GECT qui nous concerne, donc celui de la Flandre occidentale belge, de la Flandre Dunkerque, Côte d'Opale. Donc vous avez son périmètre sur la carte. En fait, deux périmètres. En orange foncé, vous avez vraiment le périmètre de coopération de proximité. Et en jaune, un périmètre élargi de référence qui intègre notamment toute la partie Pas-de-Calais, Côte d'Opale. Donc voici le périmètre géographique. Et vous avez aussi sur la droite, en fait, les principaux partenaires de ce GECT. Alors, il faut savoir en fait qu'on a des partenaires institutionnels et qu'on a un pendant côté français et côté belge. Typiquement, vous aurez l'État français et vous aurez aussi l'État fédéral belge. Vous aurez la région française des Hauts-de-France et la région belge flamande. Vous aurez le département français du Nord et la province belge de Flandre occidentale. Vous aurez les intercommunalités françaises, donc que ce soit la communauté urbaine de Dunkerque, la communauté de communes des Hauts-de-Flandre, le syndicat SCOT Flandre et Lys. Côté belge, ce sera WVI. Et puis, petite originalité, côté français, vous aurez une structure d'ingénierie, donc l'AGUR, qui est partenaire, membre de ce GECT. Donc, voici le périmètre géographique, voici les partenaires. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font dans ce périmètre? Donc, il y a différentes thématiques de travail. Déjà, il faut savoir qu'il y a une organisation propre au GECT, puisque voilà, c'est vraiment un label de l'Europe, on va dire. Donc, il y a une gouvernance politique avec des élus belges, des élus français. On a même une coprésidence. On a une petite équipe technique qui s'occupe vraiment notamment des aspects administratifs. Et puis, on a des comités techniques de travail auxquels participent des représentants de chaque partenaire. Et puis, donc, vous avez les grandes thématiques de travail du GECT. Donc, ça va être notamment l'eau, l'économie, le territoire et puis les questions sociales et culturelles. Donc ça, ce sont des grandes thématiques. Et dans ces thématiques, on a des projets un peu plus concrets. Donc là, je vous en ai mis quelques-uns. Leur point commun, c'est d'être soutenu par le programme Interreg 5 et aussi d'avoir impliqué voilà, des salariés de l'AGUR dans leur réalisation. Donc très rapidement, je vous les cite. Donc on a Mageto qui s'intéresse à la question de la gestion de l'eau et notamment la gestion des canaux transfrontaliers. Le projet Vedette, là on est plus sur une montée en qualité des sites touristiques avec la notion de paysage par exemple. Transmobile qui va être plus sur la connaissance et l'aide à un développement de mobilité plus durable, donc de part et d'autre de la frontière. Partons 2.0 qui est plus là sur les services publics et les commerces, notamment en zone rurale. Et enfin, Tendance qui est là sur la montée de gamme et l'attractivité touristique.
Donc, vous voyez qu'on est sur des thématiques assez différentes, avec derrière des applications concrètes. Alors, pour finir, une petite synthèse donc, sur cette coopération transfrontalière franco-belge sur notre espace du GECT. Déjà, des grands défis. Alors, un premier défi, en fait, ça va être une réapparition des frontières. On voit notamment avec la crise de la Covid-19 qu'est réapparue une frontière qu'on avait peut-être oubliée, avec les mesures sanitaires qui peuvent être différentes de part et d'autre de la frontière, et à un moment, une frontière qu'on a pu avoir du mal à traverser, voire qu'on n'avait plus le droit de traverser, chose qu'on avait oubliée. Aussi avec le Brexit, on va avoir une frontière qui va se réaffirmer. Ensuite, on a aussi des bouleversements économiques qui sont attendus de part et d'autre de la frontière franco-belge. Là encore, à cause de la Covid-19, on sait qu'on va avoir des difficultés de part et d'autre et qu'on ne va pas y échapper. On a des freins culturels, des freins linguistiques qui existent. Nous, côté français étant francophone, côté flamand-belge néerlandophone. On a aussi une multiplicité de démarches de coopération tout au long de la frontière. Alors voilà, ça aussi c'est un enjeu. Et puis on a des évolutions à venir sur les programmes européens, sur l'obtention des financements. Donc ça, on est sur quelques défis auxquels on peut s'attendre. Mais on a aussi des réponses et des opportunités. Donc vous savez que c'est quelque chose qui tient à cœur à l'agence. Première opportunité, c'est que même si la Covid-19 entraîne des difficultés économiques, on peut s'attendre à ce qu'en Flandre belge, on reste sur un vivier d'emploi avec une situation économique qui sera meilleure. Donc c'est une vraie opportunité à aller chercher l'emploi là-bas, à aider les travailleurs français à se rendre dans cette partie de la Belgique et à correspondre à certains emplois. On a aussi une opportunité, c'est de faire de la question transfrontalière un sujet fédérateur côté français, puisqu'on a vu que dans les Hauts-de-France, on a pas mal d'intercommunalités concernées par cette question de coopération transfrontalière. Donc on peut en faire un sujet fédérateur, typiquement entre le territoire Flandre-Dunkerque et la métropole lilloise. Ensuite, c'est de poursuivre les actions en faveur de la mobilité transfrontalière. Et puis enfin, et je finirai là-dessus, parce que c'est vraiment un point d'actualité, un point important, l'opportunité, c'est qu'on a des élus qui vraiment réaffirment leurs attentes vis-à-vis du GECT Flandre-Dunkerque, Flandre occidentale. Et cette volonté se traduit par une demande pour réaliser une évaluation. Donc, cette évaluation est réalisée conjointement entre l'agence d'urbanisme et l'université de Gand. Et le but, vraiment, c'est de ressortir avec une évaluation qui donnera de nouveaux axes forts pour relancer une dynamique. Et cette dynamique, en fait, elle est souhaitée à la fois par les élus français et les élus belges. Donc, on est vraiment sur une belle opportunité sur cette thématique-là. Voilà, donc voilà pour l'essentiel. On va s'arrêter là. Donc, c'est les principaux éléments qu'on voulait vous présenter sur cette question des coopérations territoriales.